J'ai répondu au téléphone de mon mari pendant qu'il était sous la douche. La voix à l'autre bout du fil a dit « Salut mon cœur ». Le sang sur mes mains était encore chaud quand j'ai entendu la douche s'arrêter à l'étage. J'ai fixé le téléphone et mes doigts tremblants. L'écran était fissuré là où je l'avais jeté contre le mur de la cuisine quelques instants auparavant. 3 appels manqués, 7 messages textes, tous du même numéro qui appelait mon mari depuis des mois. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Et la vérité allait tout détruire. L'eau a cessé de couler. Des pas ont grincé sur le sol de la salle de bain au-dessus de moi. Dans 60 secondes, peut-être moins, il descendrait en s'attendant à trouver sa femme aimante préparant le petit déjeuner. Au lieu de cela, il me trouverait tenant la preuve de sa trahison. Ce à quoi il ne s'attendrait pas, c'est que j'avais déjà un plan. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Cela aide à soutenir notre chaîne. Profitez de l'écoute. Tout a commencé il y a 3 semaines, un mardi matin qui ressemblait à n'importe quel autre mardi matin dans notre paisible maison de banlieue. L'odeur du café emplissait la cuisine. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Je brouillais des œufs quand son téléphone a vibré sur le comptoir. « Chérie, ton téléphone sonne », ai-je appelé en direction des escaliers. « Peux-tu répondre ?»« Je suis sous la douche », a-t-il répondu en criant. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai décroché le téléphone. L'identification de l'appelant n'affichait aucun nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Nous étions mariés depuis 8 ans. Nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre. Du moins, je pensais que nous n'en avions pas. J'ai glissé mon doigt pour répondre. Puis une voix de femme, douce et haletante, « Salut, bébé. Tu m'as manqué la nuit dernière. Quand est-ce qu'on peut ?» La communication s'est coupée. Je suis resté là, à fixer le téléphone, mon cœur martelant contre mes côtes. Les œufs se sont alors mis à crépiter dans la poêle derrière moi, oubliés. « Salut, bébé. » Ces 2 mots résonnaient dans ma tête comme une sentence de mort. Je connaissais ce ton. Je l'avais utilisé moi-même 1 millier de fois en appelant mon mari, intime, familier, aimant. La douche coulait toujours à l'étage. Il se lavait probablement les cheveux en ce moment même, fredonnant cette vieille chanson qu'il fredonnait toujours quand il était heureux, complètement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Ou peut-être savait-il exactement ce qui se passait. J'ai reposé le téléphone sur le comptoir avec des mains tremblantes. L'écran était noir et innocent, comme s'il n'avait jamais annoncé la nouvelle qui allait briser mon mariage, comme s'il n'avait jamais porté la voix d'une autre femme appelant mon mari, bébé. Les œufs brûlaient. J'ai éteint la cuisinière et j'ai raclé la mixture carbonisée dans la poubelle. Mes mains bougeaient automatiquement tandis que mon esprit s'emballait. 8 ans de mariage, 8 ans de repas partagés et de plaisanteries, 8 ans à croire que je connaissais l'homme que j'avais épousé. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était-elle? Les questions venaient vite et de manière acérée, chacune coupant plus profondément que la précédente. On dirait que quelque chose brûle en bas, a-t-il appelé de l'étage. Je me suis éclairci la gorge. Juste les œufs. J'en ferai d'autres. Mais je n'ai pas fait d'autres œufs. Je suis resté dans ma cuisine, agrippant le bord du comptoir, essayant de respirer, essayant de penser, essayant de trouver comment confronter l'homme que j'aimais avec la preuve qu'il me trompait. La douche s'est arrêtée. Des pas ont traversé le sol de la salle de bain. Dans quelques minutes, il descendrait avec ses cheveux encore humides, portant ce vieux peignoir bleu que je lui avais acheté pour Noël il y a 3 ans. Il m'embrasserait sur la joue et me demanderait ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, et agirait comme s'il n'était pas en train de détruire notre vie avec ses mensonges. J'ai repris son téléphone. L'écran s'est allumé, montrant 2 appels manqués du même numéro inconnu. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Je pouvais rappeler. Je pouvais exiger des réponses. Je pouvais hurler sur cette femme jusqu'à ce qu'elle me dise tout. Au lieu de cela, j'ai reposé le téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, notre voisine, Madame Anne, promenait son Golden Retriever âgé. Le facteur faisait sa tournée. La vie continuait normalement tandis que la mienne s'effondrait. « Bonjour, ma belle », a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir mon mari debout dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore humides, portant ce peignoir bleu. Il m'a souri comme il l'avait fait chaque matin pendant 8 ans, comme si rien n'avait changé.
Mais tout avait changé. Bonjour, ai-je réussi à dire. Il s'est approché et m'a embrassé sur la joue. Ses lèvres semblaient froides contre ma peau. Pas de petit déjeuner aujourd'hui. J'ai brûlé les œufs. Ce n'est pas grave. Nous pourrons prendre quelque chose sur le chemin du travail. Il a pris son téléphone et a froncé les sourcils en regardant l'écran. Des appels manqués? Probablement du spam. J'ai observé attentivement son visage, cherchant le moindre signe de culpabilité, de panique ou de reconnaissance, mais son expression était parfaitement neutre. S'il mentait, il était doué pour ça. Probablement, ai-je dit. Il a mis le téléphone dans sa poche et s'est dirigé vers la cafetière. Grosse journée aujourd'hui. La présentation du comte Henderson est à 14 heures. Je pourrais rentrer tard. Un autre mensonge? Ou peut-être pas. Peut-être avait-il vraiment une présentation. Peut-être était-il juste un mari infidèle essayant d'équilibrer sa vraie vie avec sa vie secrète. Peut-être que c'était comme ça que ça fonctionnait toujours. Je te garderai du dîner, ai-je dit. Tu es la meilleure. Il a versé son café dans une tasse de voyage et a attrapé sa mallette. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Il m'a embrassé pour me dire au revoir et est parti travailler. J'ai écouté sa voiture quitter l'allée. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé mon propre téléphone. Je pouvais appeler ma sœur. Je pouvais appeler ma meilleure amie, Lucie. Je pouvais appeler n'importe qui et leur raconter ce qui s'était passé. Mais je ne voulais pas encore le dire à voix haute, le dire le rendrait réel. Au lieu de cela, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à errer dans notre maison comme un fantôme. J'ai regardé nos photos de mariage sur la cheminée. J'ai touché le canapé où nous avions passé d'innombrables nuits à regarder des films. Je me suis tenu dans notre chambre, fixant le lit que nous avions partagé pendant 8 ans, me demandant combien de nuits il s'était allongé à côté de moi en pensant à elle. Le pire n'était pas la trahison. Le pire était à quel point tout paraissait normal. Notre vie commune avait été bâtie sur des fondations de mensonges, mais de l'extérieur, elle paraissait exactement la même. Je suis devenu détective du jour au lendemain. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai étudié mon mari comme s'il était un criminel que j'essayais d'attraper. Et, d'une certaine manière, il l'était. J'ai remarqué des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant, comment il emportait toujours son téléphone avec lui aux toilettes maintenant, comment il avait commencé à travailler tard plus souvent, comment il avait commencé à prendre une douche dès qu'il rentrait à la maison comme s'il effaçait des preuves. Les appels téléphoniques arrivaient régulièrement, toujours quand il était sous la douche ou hors de la pièce, toujours de ce même numéro. J'ai arrêté d'y répondre, mais j'ai commencé à en garder une trace, mardi, 8h47, 12h23, 19h15, jeudi, 9h02, 18h45, samedi, 10h30, 14h17, 20h33. Le schéma devenait clair. Elle l'appelait plusieurs fois par jour. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une relation. J'ai engagé une détective privée nommée Victoria Zichin. C'était une petite femme aux yeux vifs et au costume coûteux, qui m'a rencontré dans un café du centre-ville. Je lui ai tout raconté, y compris les appels téléphoniques et le comportement suspect. Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure, a-t-elle demandé, prenant des notes dans un carnet relié en cuir. Je ne sais pas. Peut-être des mois, peut-être plus longtemps. Voulez-vous connaître la vérité, ou voulez-vous sauver votre mariage? La question m'a prise au dépourvu. Que voulez-vous dire? Parfois, les gens m'engagent en espérant que je découvrirai qu'ils ont tort, que leur conjoint n'est pas infidèle, qu'il y a une explication innocente. Elle a levé les yeux de son carnet. Mais parfois, la vérité est pire que ce que vous soupçonnez déjà. Êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé au visage de mon mari ce matin-là, la façon dont il m'avait embrassé sur la joue et m'avait dit qu'il m'aimait, la façon dont il avait menti si facilement à propos des appels manqués. Je veux la vérité. Victoria a hoché la tête. J'aurai besoin de 3 jours, peut-être 4. Je le suivrai, documenterai tout, vous obtiendrez les preuves dont vous avez besoin pour une procédure de divorce si cela en arrive là. Et si je me trompe, s'il y a une autre explication, alors vous le saurez aussi. Mais d'après mon expérience, elle a fermé son carnet et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié, quand l'instinct d'une femme lui dit que quelque chose ne va pas, elle a généralement raison. Je lui ai payé sa provision en espèces et je suis rentré chez moi pour attendre.
Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. J'ai fait semblant d'être une épouse pendant que mon cœur se brisait lentement. J'ai cuisiné ses plats préférés. J'ai ri à ses blagues. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras la nuit pendant que je fixais le plafond, me demandant dans quel bras il préférerait être. Le vendredi matin, Victoria a appelé. Nous devons nous rencontrer, a-t-elle dit. J'ai ce que vous avez demandé. Les photos étaient pires que ce que j'avais imaginé. Victoria les a étalées sur la table dans le même café où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Mon mari embrassant une femme aux longs cheveux noirs devant un hôtel. Mon mari lui tenant la main alors qu'il marchait dans une rue que je ne reconnaissais pas. Mon mari la regardant comme il me regardait autrefois. Son nom est Priya Sharma, a dit Victoria. Elle a 28 ans. Travaille dans une agence de marketing au centre-ville. Il se voit depuis 7 mois. 7 mois. J'avais la nausée. Et vous devez voir ça. Victoria a sorti un dossier manille. Relevé bancaire. Il a fait des avances de fonds sur sa carte de crédit, payant des chambres d'hôtel, des dîners, des cadeaux. Il lui a acheté un collier le mois dernier. Cela lui a coûté $800. J'ai fixé le reçu. $800 pour un collier pour sa maîtresse alors que je découpais des coupons pour économiser de l'argent sur les courses. Je suis désolé, a dit Victoria. Je sais que c'est difficile. Difficile ne commençait même pas à le décrire. J'avais l'impression de me noyer, comme si tout ce que j'avais cru de ma vie était un mensonge. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de vous. Vous avez suffisamment de preuves pour un divorce. Avec ces photos et les relevés financiers, vous obtiendrez un bon règlement. Ou vous pourriez le confronter. Essayez une thérapie. Certains mariages survivent à l'infidélité. J'ai rassemblé les photos avec des mains tremblantes. Avez-vous découvert où ils se rencontrent? Habituellement au Marriott sur la 5e rue, chambre 412. Il paie en espèces, utilise un faux nom. Il s'y rencontre 2 fois par semaine, parfois 3 fois. Chambre 412. Un détail si précis. Cela rendait tout plus réel et plus dévastateur. Je suis rentré chez moi dans un état second. Mon mari était déjà là, assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Il a levé les yeux quand je suis entré et a souri. Et, tu es rentré tôt. Comment s'est passée ta journée? Bien, ai-je dit. Et la tienne? Chargée. La présentation Henderson s'est bien passée, cependant. Je pense que nous allons obtenir le compte. Un autre mensonge. Victoria m'avait dit qu'il avait quitté le travail à 14 heures et était allé directement à l'hôtel. C'est génial, ai-je dit. J'ai préparé le dîner pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable. J'ai mis la table pour 2 et j'ai essayé d'agir normalement pendant que mon cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. Il m'a raconté sa journée, inventant des histoires sur des réunions et des clients, pendant que je hochais la tête et faisais semblant de le croire. Après le dîner, il est monté prendre une douche. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant le dossier manille rempli de preuves, des photos de mon mari avec une autre femme, des reçus d'une vie secrète dont je n'avais jamais eu connaissance, la preuve que l'homme que j'avais épousé n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Son téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai regardé vers les escaliers. La douche coulait. Il se lavait probablement les cheveux, fredonnant cette vieille chanson. Le téléphone a vibré à nouveau. Je me suis approché et j'ai regardé l'écran, 3 appels manqués du même numéro, le même numéro qui avait appelé il y a 3 semaines quand j'avais entendu pour la première fois ces 2 mots dévastateurs, « Salut, bébé ». Sans réfléchir, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Enfin. J'ai essayé de t'appeler toute la journée. Est-ce que ça tient toujours pour demain soir? J'ai trouvé ce restaurant incroyable que je veux essayer. Et c'est sa femme, ai-je dit. Silence. Puis une inspiration brusque. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas que vous alliez? Je veux dire, il a dit? Qu'a-t-il dit? Il a dit que vous divorciez. Il a dit que vous étiez déjà séparés, que vous viviez dans des endroits différents. Il a dit? J'ai raccroché. La douche coulait toujours à l'étage. Mon mari fredonnait toujours sa chanson joyeuse, et j'étais debout dans ma cuisine, tenant le téléphone qui venait de porter le coup final à mon mariage. Il lui avait dit que nous étions séparés.
Il lui avait fait croire qu'elle ne détruisait pas un mariage, ce qui signifiait qu'il prévoyait de me quitter depuis des mois, et j'avais été trop aveugle pour le voir. Mais maintenant, je voyais tout clairement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit à côté de mon mari, l'écoutant respirer, le regardant dormir paisiblement pendant que mon esprit s'emballait. Il s'était retourné à un moment donné et avait mis son bras autour de moi, me serrant contre lui comme il le faisait toujours. Pendant un instant, j'ai presque tout oublié. Pendant un instant, c'était comme si nous étions encore le couple que nous étions. Puis je me suis souvenu des photos, des mensonges, de la femme qui pensait sortir avec un homme séparé. Au matin, j'avais un plan. J'ai attendu qu'il parte travailler. Puis j'ai appelé Victoria. J'ai besoin que vous fassiez autre chose, ai-je dit. J'ai besoin que vous la suiviez. Priya Sharma. J'ai besoin de tout savoir sur sa vie. Prévoyez-vous de la confronter? Quelque chose comme ça. Victoria est restée silencieuse un moment. Soyez prudente. J'ai déjà vu cela mal tourner. La vengeance ne se termine généralement pas comme les gens le pensent. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. J'ai passé la semaine suivante à apprendre tout ce que je pouvais sur Priya Sharma. Elle vivait dans un appartement au centre-ville. Elle avait 2 colocataires et un travail qu'elle aimait. Elle publiait des photos sur les réseaux sociaux de son café, de son chat et de ses amis. Elle avait l'air heureuse et jeune, et complètement inconsciente qu'elle sortait avec un homme marié qui lui avait menti sur tout. Elle était aussi une victime, ai-je réalisé, peut-être pas de la même manière que moi, mais il lui avait menti autant qu'il m'avait menti. C'est alors que mon plan a changé. Au lieu de la confronter ou de l'exposer, j'ai décidé de lui dire la vérité. Pas par gentillesse, mais parce que je savais que cela le blesserait plus que tout ce que je pourrais lui faire directement. J'ai attendu jusqu'à vendredi. Je savais grâce à la surveillance de Victoria que Priya déjeunait toujours au même café près de son bureau. Je suis arrivé tôt et j'ai attendu à une table d'angle, sirotant une tasse de café et surveillant la porte. Elle est entrée à 12h30 exactement, comme Victoria l'avait dit. Elle avait l'air différente en personne, plus jeune, plus jolie. Elle a commandé une salade et un thé vert et s'est assise à une table près de la fenêtre. Je l'ai observée pendant quelques minutes, essayant de trouver le courage de l'approcher. Elle envoyait des messages à quelqu'un, probablement mon mari. Elle souriait à ce qu'il disait. Elle ressemblait à une femme amoureuse. Finalement, je me suis levé et je me suis dirigé vers sa table. Priya? Elle a levé les yeux, surprise. Oui. Je m'appelle Rachel. Je suis mariée à l'homme que vous fréquentez. Son visage est devenu blanc. Le téléphone lui a glissé des mains et a cliqueté sur la table. Je pense qu'il y a eu une erreur, a-t-elle dit. Je me suis assise en face d'elle et j'ai sorti une des photos que Victoria avait prises. Elle la montrait, elle et mon mari, s'embrassant devant l'hôtel. Son nom est Tom Morrison. Il vous a dit qu'il était séparé, n'est-ce pas? Il vous a dit qu'il divorçait? Elle a fixé la photo, puis m'a regardé avec des larmes aux yeux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Il a dit que vous viviez déjà séparément. Il a dit que les papiers du divorce étaient en cours de finalisation. Nous vivons dans la même maison, ai-je dit. Nous dormons dans le même lit. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que nous étions heureux. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essuyait avec sa serviette. Je ne sortirai jamais sciemment avec un homme marié. Je l'ai cru. En regardant son visage, en voyant son choc et son horreur sincère, j'ai cru qu'elle était autant victime des mensonges de mon mari que moi. Que voulez-vous que je fasse, a-t-elle demandé. Je veux que vous m'aidiez, ai-je dit. Nous avons passé 1 heure dans ce café à planifier la chute de mon mari. Priya était plus en colère que je ne l'avais prévu. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle se sentait stupide d'avoir cru à ses mensonges, qu'elle aurait dû voir les signes. Elle m'a montré certains des messages qu'il lui avait envoyés, des histoires élaborées sur son ex-femme et leur séparation à l'amiable. Il lui avait même dit que je sortais avec quelqu'un d'autre. Il est censé me rencontrer demain soir, a-t-elle dit. À l'hôtel, chambre 412. Je sais. Mon enquêtrice le suit. Et si je le confrontais là-bas? Et si je lui disais que je savais la vérité? J'ai secoué la tête. Il va juste nier, inventer d'autres mensonges,
vous dire que je suis folle ou désespérée ou que j'essaie de ruiner son bonheur. Alors quoi? Je me suis penché en avant. Et si vous l'enregistriez en train de l'admettre? Et si vous le faisiez tout avouer sur bande? Ses yeux se sont agrandis. Vous voulez que je porte un micro? Juste votre téléphone. Enregistrez la conversation, faites-lui admettre qu'il est toujours marié, qu'il vous a menti, qu'il nous ment à toutes les deux. Et ensuite? Ensuite, j'apporte l'enregistrement à un avocat, et j'envoie des copies à son patron, à ses amis, à sa famille. Je m'assure que tout le monde sache exactement quel genre d'homme il est. Elle est restée silencieuse un long moment, y réfléchissant. Pourquoi devrais-je vous aider? Je pourrais juste rompre avec lui et m'en aller. Parce qu'il recommencera, ai-je dit, avec la femme suivante, et celle d'après. Il continuera à mentir et à tromper et à détruire des vies jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Elle a hoché lentement la tête. D'accord, je le ferai. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et avons revu le plan. Elle le rencontrerait à l'hôtel comme prévu. Elle agirait normalement jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire admettre la vérité sur notre mariage. Elle enregistrerait tout et m'enverrait le fichier dès que possible. Et s'il devient méfiant, a-t-elle demandé. Il ne le sera pas. Il se croit trop intelligent pour se faire prendre. Il pense nous avoir toutes les deux dupées. Elle a rassemblé ses affaires et s'est levée pour partir. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit, pour votre mariage, pour tout ça. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. C'est lui qui a choisi de mentir. Elle est partie, et je suis resté seul dans le café pendant un long moment, pensant à ce que nous avions prévu. Une partie de moi se sentait coupable de l'avoir impliqué. Une partie de moi se demandait si j'allais trop loin. Mais ensuite, j'ai pensé au visage de mon mari ce matin-là, à la façon dont il m'avait embrassé pour me dire au revoir et m'avait dit qu'il m'aimait tout en prévoyant de passer la soirée avec une autre femme. J'ai pensé à 8 ans de mariage bâti sur des mensonges que je n'avais jamais soupçonnés. Il avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Le samedi soir est arrivé, gris et pluvieux. J'étais assise dans mon salon, fixant mon téléphone, attendant que Priya appelle ou envoie un message. Mon mari était parti 1 heure plus tôt, prétendant qu'il allait dîner avec son colocataire d'université qui était en ville pour le week-end. Un autre mensonge. Son colocataire d'université vivait à Seattle et n'était pas venu depuis 3 ans. À 20h47, mon téléphone a vibré avec un message de Priya, « Je suis là. Je monte maintenant. » À 21h15, il est là. J'enregistre. Puis plus rien pendant 43 minutes. Cela a semblé durer 43 heures. À 21h58, mon téléphone a sonné. C'est fait, a dit Priya, la voix tremblante. J'ai tout. Qu'a-t-il dit? Tout. Il a admis qu'il était toujours marié. Il a admis qu'il avait menti sur le fait d'être séparé. Il a même admis qu'il y avait eu d'autres femmes avant moi. Mon cœur s'est serré. D'autres femmes? Je pensais avoir affaire à une seule liaison, mais apparemment, mon mari me trompait depuis des années. Est-ce que ça va? Ai-je demandé. Non. Je me sens mal. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Comment ai-je pu tomber amoureuse de quelqu'un comme ça? Ce n'est pas de votre faute. Il est doué pour mentir. J'ai rompu avec lui. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir. Il a essayé de me convaincre de rester, a dit qu'il vous quitterait pour moi. Mais je lui ai dit que je ne serais pas avec quelqu'un qui pouvait mentir comme ça à 2 personnes qu'il prétendait aimer. J'ai ressenti une étrange vague de gratitude envers cette femme qui avait involontairement aidé à détruire mon mariage et qui m'aidait maintenant à y mettre fin correctement. Je vous envoie l'enregistrement maintenant, a-t-elle dit. Mon téléphone a sonné avec un message entrant, un fichier audio de 23 minutes. Merci, ai-je dit. Que allez-vous faire maintenant? Je vais attendre qu'il rentre à la maison. Je vais m'asseoir à notre table de cuisine et jouer cet enregistrement quand il franchira la porte. Je vais regarder son visage quand il réalisera que ses mensonges l'ont rattrapé. Et puis, alors je lui dirai de sortir de ma maison. Nous avons raccroché, et je suis restée assise dans le salon obscur, tenant mon téléphone, 23 minutes des aveux de mon mari, 23 minutes de preuve que tout notre mariage avait été un mensonge. Je n'ai pas écouté l'enregistrement. Je n'étais pas prête à entendre sa voix admettre tout ce que j'avais soupçonné. Je n'étais pas prête à l'entendre parler de moi à une autre femme ou à apprendre l'existence des autres liaisons que Priya avait mentionnées. Au lieu de cela,
Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé une tasse de thé. Je me suis assise à la table où nous avions mangé des milliers de repas ensemble et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. À 23h32, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Il est entré par la porte d'entrée discrètement, pensant probablement que j'étais déjà endormi. Je l'ai entendu suspendre son manteau et poser ses clés. Je l'ai entendu se diriger vers les escaliers. Je suis dans la cuisine, ai-je appelé. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air surpris. Et, pourquoi es-tu encore debout? Nous devons parler. Quelque chose dans ma voix a dû l'avertir. Il est entré dans la cuisine avec précaution, comme s'il s'approchait d'un animal dangereux. Est-ce que tout va bien? J'ai brandi mon téléphone. J'ai un enregistrement de ta conversation avec Priya ce soir. La couleur a quitté son visage. Pendant un moment, il a semblé qu'il allait le nier ou essayer de l'expliquer. Puis ses épaules se sont affaissées, et j'ai vu la combativité le quitter. Depuis combien de temps sais-tu? A-t-il demandé. 3 semaines. Depuis le matin où elle t'a appelé bébé et où j'ai répondu à ton téléphone. Il s'est assis en face de moi à la table où nous avions partagé tant de repas, tant de conversations sur notre avenir ensemble. Maintenant, nous avions la conversation qui allait tout finir. Je peux expliquer, a-t-il dit. Non, tu ne peux pas. Il n'y a aucune explication à ce que tu as fait, aucune excuse pour m'avoir menti pendant des mois. Je t'aime, a-t-il dit. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais je t'aime. On ne trompe pas les gens qu'on aime. On ne leur ment pas tous les jours. On ne leur fait pas croire qu'ils sont fous de soupçonner que quelque chose n'allait pas, j'ai fait une erreur. C'est juste arrivé, et puis c'est devenu incontrôlable, et je ne savais pas comment l'arrêter. Ce n'est pas juste arrivé. Tu l'as choisi, chaque jour, pendant 7 mois. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de trahir notre mariage. Tu as choisi de risquer tout ce que nous avions construit ensemble pour quelqu'un que tu connaissais depuis 6 mois. Que veux-tu que je fasse? J'y mettrai fin. Je ne la reverrai plus jamais. Nous pouvons aller en thérapie, surmonter cela. Elle y a déjà mis fin ce soir quand elle a découvert que tu lui mentais aussi. Son visage s'est décomposé. Tu lui as parlé? Je lui ai dit la vérité. Quelque chose que tu aurais dû faire il y a des mois. Nous sommes restés assis en silence un moment. La cuisine semblait différente maintenant, plus petite, comme une pièce où des étrangers avaient autrefois vécu. Je vais faire quelques affaires, a-t-il dit finalement. Rester chez mon frère pendant un certain temps. Te donner de l'espace pour réfléchir. Il n'y a rien à quoi réfléchir. Je veux le divorce. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 8 ans, cet homme qui avait partagé mon lit, mes rêves et ma vie tout en vivant un mensonge. J'ai essayé de trouver une trace de la personne que j'avais épousée, mais tout ce que je pouvais voir était un étranger qui avait porté le visage de mon mari. Tu ne peux pas arranger ça, ai-je dit. Tu ne peux pas effacer des mois de mensonges. Tu ne peux pas réparer les dégâts que tu as causés. Tu ne peux pas me faire te faire confiance à nouveau. Il a tendu la main vers la mienne par-dessus la table, mais je me suis retiré. Je veux que tu sois parti d'ici demain soir. C'est aussi ma maison. Non, c'est la maison où nous étions censés construire une vie ensemble. Tu as renoncé à tes droits sur elle quand tu as décidé de construire une vie avec quelqu'un d'autre. Il a quitté la cuisine sans un autre mot. Je l'ai entendu marcher à l'étage, probablement en train de faire une valise. Je suis resté assise à la table, fixant mon téléphone, écoutant mon mariage mourir, un pas à la fois. Mais je n'étais plus triste. Je n'étais pas navrée, ni dévastée, ni détruite. J'étais en colère. Il était parti le dimanche soir, et j'étais seul dans notre maison pour la première fois en 8 ans. J'ai parcouru les pièces, les voyant différemment maintenant. Le salon où nous nous étions blottis sur le canapé n'était plus un sanctuaire de notre amour perdu, c'était juste une pièce avec des meubles que j'avais choisis moi-même. La chambre où nous avions partagé nos moments les plus intimes n'était pas un rappel de ce que j'avais perdu, c'était un espace que je pouvais me réapproprier. J'ai commencé par de petites choses. J'ai enlevé son oreiller du lit. J'ai réarrangé les livres sur la table de nuit. J'ai rangé les photos de nous ensemble, non pas parce qu'elles me faisaient mal à regarder, mais parce qu'elles ressemblaient à des photos d'étrangers. Lundi, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Mardi, j'ai appelé mon patron et j'ai demandé à reprendre le travail.
Mercredi, j'ai appelé ma sœur et je lui ai tout raconté. Je ne peux pas croire qu'il t'ait fait ça, a-t-elle dit. Est-ce que ça va? Veux-tu que je vienne rester avec toi pendant un certain temps? Je vais bien, ai-je dit. Et étonnamment, c'était le cas. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu as l'air différente. Elle avait raison. J'avais l'air différente. Je me sentais différente, plus légère, comme si j'avais porté un poids dont je n'avais même pas conscience, et maintenant il avait disparu. Le plus difficile n'a pas été de gérer la trahison, ou la procédure de divorce, ou de recommencer à 35 ans. Le plus difficile a été de réaliser à quel point je m'étais perdu pendant ces 8 années. À quel point je m'étais rapetissé pour m'adapter à la vie que nous avions construite ensemble, combien de rêves j'avais mis de côté, combien de compromis j'avais faits, combien de fois j'avais remis en question mes propres instincts pour maintenir la paix. J'avais passé 3 semaines à penser que mon mari avait détruit ma vie. Maintenant, je commençais à comprendre que peut-être il avait juste mis fin à une vie qui n'était pas vraiment la mienne au départ. 2 semaines après son déménagement, je nettoyais son bureau quand j'ai trouvé les lettres. Elles étaient cachées dans un dossier marqué « Documents fiscaux », derrière de vieux relevés bancaires et des reçus. Au début, j'ai pensé que c'était de la correspondance professionnelle. Puis j'ai vu l'écriture sur les enveloppes, différentes écritures de différentes femmes. Il y avait 4 enveloppes, chacune avec une adresse d'expéditeur différente. Je les ai ouvertes avec des mains tremblantes. La première était de quelqu'un nommé Jennifer. Elle était datée d'il y a 2 ans et parlait de « notre week-end ensemble » et à quel point il lui manquait. Elle mentionnait se sentir coupable de « ce que nous avons fait » et espérait que sa femme ne le découvrirait jamais. La deuxième était d'Amanda. Elle était plus récente, peut-être vieille de 8 mois. Elle écrivait à quel point elle l'aimait et qu'elle avait hâte qu'il me quitte pour qu'ils puissent être ensemble. Elle parlait de l'appartement qu'ils avaient regardé ensemble et des plans qu'ils avaient faits. La troisième était de quelqu'un qui signait seulement « M ». Elle était amère et en colère, l'accusant de mentir sur le fait de divorcer et menaçant de tout me dire s'il ne commençait pas à être honnête avec elle. La quatrième était de Priya. Elle datait d'avant que je ne la rencontre, à l'époque où elle croyait encore à ses mensonges. Elle écrivait à quel point elle se sentait chanceuse de l'avoir trouvé et qu'elle avait hâte de rencontrer ses amis et sa famille une fois son divorce finalisé. Je me suis assise par terre dans son bureau, entourée de preuves de trahison que je n'avais même jamais soupçonnées, Jennifer, Amanda, M, Priya, et probablement d'autres qui n'avaient pas écrit de lettres ou dont il avait été assez malin pour jeter les lettres. Tout notre mariage avait été un mensonge. Pendant que je planifiais notre avenir, il planifiait son évasion avec une succession d'autres femmes. Pendant que je travaillais à renforcer notre relation, il la détruisait activement. Mais le pire n'était pas le nombre de liaisons. C'était de lire comment il avait parlé de moi à ces femmes. Dans la lettre d'Amanda, elle mentionnait comment il lui avait dit que j'étais contrôlante et nécessiteuse. Dans la lettre de M, elle faisait référence à ses plaintes concernant mon manque d'ambition. Dans la lettre de Priya, elle sympathisait avec à quel point j'avais été difficile pendant notre séparation. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il avait fait de moi la méchante de son histoire. Il avait fait croire à ces femmes qu'elle le sauvait d'un mariage malheureux au lieu de l'aider à en détruire un bon. J'ai rassemblé les lettres et je les ai mises dans une boîte avec les photos que Victoria avait prises et l'enregistrement que Priya avait fait, preuve d'une double vie que je n'avais jamais soupçonnée, preuve de trahison qui remontait à des années. Puis j'ai appelé mon avocat. J'ai plus de preuves, ai-je dit. Beaucoup plus. Le divorce a été finalisé un mardi matin d'octobre. Je portais une robe bleue que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, quelque chose que je n'avais jamais porté auparavant et que je ne porterai plus jamais. Je voulais marquer ce jour comme un commencement, pas une fin. Mon mari et ex-mari avaient l'air terrible. Il avait perdu du poids, et ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il essayait sans cesse de croiser mon regard pendant la procédure, mais je regardais droit devant moi, vers le juge. Avec toutes les preuves que j'avais rassemblées, le règlement était meilleur que ce que j'avais espéré. J'ai eu la maison, la moitié de son compte de retraite et une pension alimentaire pendant 3 ans. Son avocat a essayé de soutenir que certaines des liaisons étaient trop anciennes pour être pertinentes, mais mon avocat a soutenu qu'elle montrait un schéma de tromperie qui remontait presque au début de notre mariage. Après que le juge eut signé les papiers, nous sommes sortis ensemble du palais de justice une dernière fois. Il s'est arrêté sur les marches et s'est tourné vers moi. « Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, » a-t-il dit. « Mais je veux que tu saches que je suis désolé pour tout ça. » J'ai regardé cet homme qui avait partagé ma vie pendant 8 ans,
qui m'avait menti pendant la majeure partie de ce temps, qui m'avait fait douter de ma propre santé mentale quand j'avais commencé à soupçonner la vérité. Je n'ai pas besoin de tes excuses, ai-je dit. Je n'ai plus besoin de rien de toi. Puis-je te demander quelque chose? J'ai attendu. Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si tu n'avais pas répondu à mon téléphone ce matin-là, si tu n'avais jamais découvert? C'était une question étrange. Et toi? Tout le temps. Je pense à combien de temps j'aurais pu continuer comme ça, combien d'années de plus j'aurais pu avoir les deux vies. Je l'ai fixé. Même maintenant, même après avoir tout perdu, il pensait encore à la logistique de sa tromperie, pas aux personnes qu'il avait blessées ou à la confiance qu'il avait détruite, juste à la façon dont il aurait pu être un meilleur menteur. C'est la différence entre nous, ai-je dit. Tu es désolé de t'être fait prendre. Je suis reconnaissante d'avoir découvert. Je me suis éloigné sans regarder en arrière. Cela fait 6 mois que le divorce a été finalisé. Et j'écris cette histoire dans ma cuisine, à la même table où je l'ai confrontée pour la première fois avec la vérité. Mais je ne vous ai pas dit toute la vérité. Je ne vous ai pas parlé du deuxième téléphone que j'ai trouvé caché dans le tiroir de son bureau, celui qu'il utilisait pour appeler des femmes dont je ne connaîtrai jamais les noms. Je ne vous ai pas parlé des relevés de cartes de crédit qui montraient des achats remontant à 5 ans, des chambres d'hôtel, des bijoux et des dîners romantiques pour des femmes qui n'étaient pas sa femme. Je ne vous ai pas parlé du rapport final du détective privé, qui a révélé que mon mari menait une double vie depuis notre deuxième année de mariage, que j'avais passé 6 ans marié à un homme qui était essentiellement un étranger. Mais plus important encore, je ne vous ai pas dit la vérité sur ce matin où j'ai répondu à son téléphone. Je n'y ai pas répondu par accident. Je n'y ai pas répondu parce qu'il me l'avait demandé. J'y ai répondu parce que je l'observais depuis des semaines. J'avais vu les appels téléphoniques secrets et les absences inexpliquées. J'avais remarqué comment il avait commencé à prendre une douche dès qu'il rentrait à la maison et comment il avait commencé à dormir avec son téléphone sous son oreiller. J'avais soupçonné qu'il me trompait bien avant ce mardi matin. J'avais juste besoin de preuves. Alors, quand son téléphone a sonné pendant qu'il était sous la douche, j'y ai répondu exprès. Je voulais savoir qui appelait mon mari à 8 heures du matin et pourquoi il se sentait assez à l'aise pour l'appeler « bébé ». J'ai eu ma réponse. J'avais été marié à un étranger pendant des années, et découvrir ces liaisons n'a pas détruit ma vie. Cela m'a donné la permission d'admettre que ma vie avait déjà été détruite. Cela m'a donné la permission d'arrêter de prétendre que j'étais heureuse dans un mariage qui était vide depuis plus longtemps que je ne voulais le reconnaître. 6 mois plus tard, je suis assise dans ma cuisine maintenant en train d'écrire cette histoire. La lumière du matin entre à flot par des fenêtres que j'ai lavées moi-même. Le café est exactement aussi fort que je l'aime. Le silence est paisible au lieu d'être tendu. J'ai commencé à prendre des cours de photographie. J'ai peint la chambre d'une couleur qu'il aurait détestée. Je me suis lié d'amitié avec des voisins à qui je n'avais jamais vraiment parlé parce que j'étais trop occupé à essayer de réparer un mariage qui était brisé avant même que je sache qu'il était fissuré. Hier, j'ai croisé mon ex-mari à l'épicerie. Il était seul, l'air plus vieux et plus petit que dans mon souvenir. Il a commencé à s'approcher de moi, probablement pour présenter une autre excuse ou me demander comment j'allais. J'ai tourné et j'ai emprunté une autre allée. Non pas parce que j'étais en colère, blessé ou effrayé, mais parce que je n'avais tout simplement rien à lui dire. Il était un chapitre de ma vie que j'avais fini de lire. Il était une erreur dont j'avais tiré des leçons. Il était un étranger que j'avais autrefois aimé et qui m'avait appris la différence entre être marié et être heureuse. Le sang sur mes mains que j'ai mentionné au début de cette histoire, ce n'était pas littéral. C'était métaphorique. C'était le sang de la vie que j'avais vécue, la mort de la femme que j'avais prétendu être, la fin de l'histoire que je m'étais racontée sur ce que mon mariage était censé signifier. Certaines personnes diraient que j'aurais dû me battre plus fort pour mon mariage, que j'aurais dû essayer la thérapie ou lui donner une autre chance ou travailler à lui pardonner. Mais ces personnes ne comprennent pas que certains mariages ne valent pas la peine de se battre. Certaines relations sont déjà mortes bien avant que quiconque ne l'admette. Certaines trahisons sont en fait des cadeaux, même si elles ne le semblent pas sur le moment. Mon mari n'a pas détruit ma vie quand il m'a trompé. Il m'a libéré. Et pour cela, malgré tout, je suis reconnaissante. Les appels téléphoniques ont cessé après la finalisation du divorce. Le numéro inconnu qui avait hanté mes matins a disparu de nos vies. Priya est passée à autre chose. Mon ex-mari est passé à autre chose. Les autres femmes dont j'avais trouvé les lettres sont passées à autre chose.
Mais je ne suis pas passé à autre chose. J'ai avancé. Il y a une différence. Passer à autre chose suggère que vous essayez de surmonter quelque chose, de mettre de la distance entre vous et une expérience douloureuse. Avancer signifie que vous tirez les leçons que vous avez apprises et que vous construisez quelque chose de mieux avec elles. Je ne suis pas la même femme qui a répondu à ce téléphone il y a 6 mois. Je ne suis pas la femme qui a passé 8 ans à se rapetisser pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce qu'une épouse devrait être. Je ne suis pas la femme qui a ignoré ses propres instincts pour maintenir la paix. Je suis la femme qui a choisi la vérité plutôt que le confort, qui a choisi l'indépendance plutôt que la sécurité, qui s'est choisie elle-même plutôt qu'un mariage bâti sur des mensonges. Et quand je me réveille chaque matin, dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie qui m'appartient entièrement, je me souviens de cet appel téléphonique qui a tout changé. « Salut, bébé », avait-elle dit. Elle lui parlait, mais d'une certaine manière, elle me parlait aussi. Elle disait bonjour à la femme que j'étais sur le point de devenir. La femme qui cesserait enfin de s'excuser de prendre de la place dans sa propre vie. La femme qui commencerait enfin à vivre comme si elle méritait d'être heureuse. Alors merci, Priya, pour cet appel téléphonique. Merci d'avoir dit les mots qui m'ont réveillé d'un rêve qui était en fait un cauchemar. Merci de m'avoir aidé à réaliser que parfois la pire chose qui puisse vous arriver est en fait la meilleure chose qui puisse vous arriver. Merci de m'avoir aidé à apprendre que la trahison n'est pas toujours quelque chose qui vous est fait. Parfois, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, c'est quelque chose qui vous sauve la vie.